Je n'avais jamais eu l'intention d'ouvrir la boîte à gants. Je voulais juste vendre la voiture. Les traites étaient de nouveau en retard, et la banque avait commencé à appeler un jour sur deux. Ce matin-là, sous un ciel de Paris barbouillé de nuances de gris humide, et l'air lourd de cette humidité persistante après la pluie, je me tenais devant la vieille berline d'Antoine et me répétais, ce n'est qu'une voiture. Mais au moment où j'ai tendu la main vers la poignée, ma main a tremblé. Cela faisait 32 jours qu'il était mort. 32 jours depuis que l'hôpital avait appelé en utilisant des mots comme anévrisme et aucun temps pour réagir. 32 jours que Léa ne me disait pas plus de 10 mots, à moins que ce ne soit pour parler d'école ou de course. Et même ces mots semblaient être des fragments, comme les morceaux d'une autre version de nos vies qui ne s'emboîtaient plus. Ce matin-là, je me suis retrouvé seul dans la cuisine, remuant mon thé froid avec une cuillère, beaucoup trop fort. Le cliquetis contre la céramique agaçait Antoine autrefois. Maintenant, il remplissait le silence comme un fantôme de nos anciennes querelles. La photo de famille trônait toujours près de la fenêtre. Antoine souriant, les bras autour de moi et de Léa, prise l'été dernier à Saint-Malo. Nous y avions l'air heureux. Vrai. Et je me demandais quand exactement l'illusion avait commencé. Le petit déjeuner est prêt, ai-je crié en direction de l'étage. Je savais que Léa ne répondrait pas. La porte de sa chambre avait claqué quelques minutes plus tôt. Un son sec et définitif. Avoir 17 ans, c'est difficile. Faire son deuil à 17 ans, c'est brutal. Mais regarder sa fille se transformer en étrangère est tout autre chose. La voiture était garée tout au bout de l'allée, tachetée de pollen et de traînées de saleté, comme si personne n'y avait touché depuis l'enterrement. Antoine avait l'habitude de la laver tous les dimanches, polissant le capot jusqu'à ce qu'il brille. Il croyait que la voiture d'un homme disait tout de lui. Je m'en fichais. Je voulais juste pouvoir payer la facture de gaz. J'ai pris le double des clés dans le tiroir de la cuisine et je suis sorti. Il s'était remis à bruiner. Ce genre de pluie fine parisienne qui ne vous trempe pas mais s'infiltre sous votre peau. Quoi qu'il en soit, je suis monté sur le siège conducteur et j'ai fermé la porte. L'air à l'intérieur était renfermé, mais c'était indéniablement le sien. Un mélange d'eau de Cologne au bois de cèdre, de cuir et d'autres choses. Quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais qui ressemblait à un souvenir. J'ai tendu la main vers la boîte à gants, n'hésitant qu'une seconde. Le déclic a semblé plus fort que je ne l'espérais. À l'intérieur, il y avait les choses habituelles, des papiers d'assurance, un vieux chargeur de téléphone, des lunettes de soleil. Je les ai sortis un par un, les plaçant soigneusement sur le siège passager. Puis je l'ai vu, une petite clé USB noire coincée tout au fond. Banale, à l'exception d'une minuscule étiquette avec une lettre manuscrite. Et je l'ai fixée. Juste une lettre, juste un bout de plastique. Mais quelque chose en moi a basculé. Je l'ai senti dans mes tripes. Ce n'était plus juste une boîte à gants. C'était le début de quelque chose auquel je n'étais pas préparé. Je tenais la clé dans ma paume. La pluie tapait sur le pare-brise. Et soudain, je n'étais plus une veuve nettoyant une voiture. J'étais une femme se tenant au bord d'une vérité que je n'avais jamais vue venir. Et je n'étais pas sûr de vouloir savoir ce que c'était. Je ne l'ai pas branché tout de suite. Je suis resté là, dans la cuisine, à fixer la clé USB comme si elle risquait d'exploser si je la touchais mal. La lettre N sur l'étiquette était baveuse, probablement écrite à la hâte. Ce n'était pas l'écriture d'Antoine. C'est la première chose que j'ai remarquée. Son écriture était toujours précise, comme si chaque lettre marchait au pas. Celle-ci était précipitée, personnelle, peut-être un nom. Je suis monté avec la clé dans le bureau d'Antoine, bien que j'ai évité de l'appeler ainsi depuis sa mort. La pièce sentait encore son odeur. Des livres sur le droit de l'immigration bordaient les étagères. Un certificat encadré d'une organisation de réfugiés était accroché au-dessus du bureau. Ça avait toujours été sa passion, aider les personnes déplacées à trouver une assise juridique. Il ne parlait jamais des détails, il disait juste « je fais un peu de bien » et changeait de sujet. L'écran s'est allumé lorsque j'ai ouvert l'ordinateur portable. Mes mains planaient au-dessus du clavier. Pendant une seconde, j'ai imaginé ranger la clé, faire comme si je ne l'avais jamais trouvée, mais le moment était passé. La clé USB a glissé dans le port avec un clic trop fort dans la maison silencieuse. Un dossier est apparu. Pas de nom, juste une simple icône jaune.
Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers, des lettres, des photos, des PDF étiquetés avec des codes, et des chiffres que je ne reconnaissais pas. J'ai cliqué sur le premier document, et les mots sont apparus à l'écran. Cher Antoine, merci encore d'avoir accepté de m'aider. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Marina. Je me suis figé. Marina. Ce prénom n'appartenait pas à ma vie. Il n'appartenait pas non plus à celle d'Antoine. Ou du moins, pas à la part de lui que j'avais connu. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert un autre fichier. J'ai tellement peur. La fièvre de Léo n'a pas baissé depuis des jours. Je sais que j'avais dit que je ne demanderais plus, mais si tu peux nous aider avec la clinique. Léo a encore demandé de tes nouvelles. Il n'arrête pas de dire qu'il veut faire voler des cerfs-volants comme la dernière fois. Tu lui manques, et à moi aussi. J'avais la bouche sèche. Le curseur clignotait, comme s'il me mettait au défi de continuer. Les photos ont suivi. Une femme aux yeux bruns foncés et aux joues fatiguées. Un garçon, peut-être 7 ou 8 ans, les cheveux clairs, un sourire chaleureux. Sur certaines photos, ils étaient seuls. Sur d'autres, Antoine était avec eux, les bras autour de leurs épaules, riant, souriant de la même façon qu'il souriait avec nous. Je me suis reculé du bureau comme s'il risquait de me brûler. Mes genoux ont failli lâcher. Je me suis agrippé au bord de la chaise, le souffle court. Qui était Marina? Qui était ce garçon? Qui avait été Antoine, en réalité? Je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Qu'est-ce que tu fais? La voix de Léa a traversé le brouillard comme un éclat de verre. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, son sweat à capuche jeté sur un short de pyjama, les yeux gonflés comme si elle n'avait pas dormi. Son regard est passé de l'écran à la clé USB, puis est revenu sur moi. Tu espionnes papa. Sa voix s'est brisée. Léa, non. Elle a explosé, faisant un pas en avant. Tu fouilles dans ses affaires comme si c'était un criminel. Il est mort, maman. Tu ne peux pas le laisser en paix? J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Le poids de tout cela pesait comme une pierre sur ma poitrine. Elle a tourné les talons. T'es incroyable. La porte a claqué derrière elle. Et on m'a laissé là, à fixer l'écran, face à une version de mon mari que je ne reconnaissais pas. Une version qui vivait désormais dans la colère de ma fille et dans les yeux d'une étrangère. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond. La pluie chuchotait contre les vitres comme si elle essayait de dire quelque chose que je n'arrivais pas à entendre. Mon esprit tournait en rond, des noms, des dates, des lettres. L'image des bras d'Antoine autour de ce garçon, la façon dont il le regardait, la façon dont il regardait Léa autrefois. À l'aube, je me suis levé, j'ai fait du café et je suis retourné dans le bureau. J'ai rouvert le dossier, plus lentement cette fois, laissant la réalité s'installer. Les fichiers n'étaient pas aléatoires. Les lettres de Marina s'étalaient sur des années. Certaines tendres, d'autres pratiques, mais une chose était constante. Le garçon, Léo. Son prénom revenait dans chaque message. J'ai ensuite fouillé les boîtes mail d'Antoine. La plupart étaient verrouillées, mais l'une d'elles était encore ouverte. La boîte de réception était vide, nettoyée. La clé USB devait être l'endroit où il stockait tout ce qui était personnel. Tout ce qui était séparé. J'ai vérifié les relevés bancaires que j'avais ignorés pendant des semaines. Je ne cherchais pas des chiffres, je cherchais des schémas. Ils étaient là. Des virements, toujours le 1er et le 15 de chaque mois. De petites sommes, juste assez pour ne pas éveiller les soupçons. Mais au fil du temps, ça s'additionnait. Des milliers d'euros, tous vers le même compte. Le nom indiqué n'était pas Marina, juste des initiales, Emma. Mais je n'avais pas besoin de plus. J'ai copié le numéro de compte et j'ai ouvert les documents numérisés de la clé USB. L'un des PDF contenait un contrat de location scanné, un bail signé il y a 3 ans. L'adresse a sauté aux yeux. En banlieue nord, à Montreuil, un quartier où j'allais rarement. J'ai fixé l'adresse pendant un long moment. La dernière fois que j'étais allé dans ce coin de la région parisienne, Léa portait encore un appareil dentaire. Nous étions allés à une exposition d'art près de Belleville, et Antoine avait insisté pour prendre le chemin le plus long pour éviter les embouteillages.
Maintenant, je réalisais que, peut-être, il n'évitait pas du tout les embouteillages. Je n'ai pas dit à Léa que je partais. Elle ne m'avait pas adressé la parole depuis la veille au soir. J'ai laissé un mot sur le plan de travail au cas où, et j'ai pris les clés de ma vieille Peugeot. Les rues étaient glissantes à cause de la pluie, les nuages lourds et menaçants. Paris paraissait toujours si douce dans la brume matinale, comme une aquarelle laissée trop longtemps aux intempéries. En conduisant, je répétais ce que je pourrais dire. Je suis sa veuve. Non. J'ai trouvé vos lettres. Trop agressif. Je veux juste comprendre. Peut-être. C'était peut-être ce qui se rapprochait le plus de la vérité. Il m'a fallu 40 minutes pour atteindre l'adresse. Un modeste immeuble de 2 étages niché entre une boulangerie et une laverie automatique. La peinture du bâtiment s'écaillait et il y avait un râtelier à vélo rouillé devant. Mais le petit jardin près de l'entrée était bien entretenu, de la lavande et de la sauge poussaient en rangées étroites. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté dans la voiture. Je ne savais pas ce que je m'attendais à voir, mais je les ai vus avant d'être prête. Une femme sortant du bâtiment, des sacs de course à la main, de longs cheveux noirs attachés en arrière. Derrière elle, un garçon avec un sac à dos dévalant les escaliers, parlant trop vite pour qu'elle puisse suivre. Elle a ri. Je n'avais pas besoin de confirmation. C'était eux. C'était Marina. Et ce garçon c'était Léo. Et même de loin, je pouvais le voir sur son visage. Les cheveux clairs, la courbe de son nez, la façon dont sa bouche se relevait quand il souriait. Il ressemblait exactement à Antoine. J'aurais dû sortir de la voiture. J'aurais dû m'approcher et dire quelque chose, n'importe quoi. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté là, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes, les doigts crispés sur le volant comme si c'était la seule chose qui me maintenait entière. De l'autre côté de la rue, Marina a ajusté son manteau et a poussé Léo en avant. Il a bondi devant, saluant quelqu'un près de l'angle. Elle a suivi, d'un pas rapide et prudent. Ils ont disparu. Et moi? Je suis resté figé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste ressenti cette sorte d'effondrement silencieux, comme si quelque chose à l'intérieur de moi s'était discrètement affaissé sans faire le moindre bruit. Quand je suis rentré à la maison, le ciel avait pris une teinte d'un gris plus profond, et la maison semblait plus froide que dans mes souvenirs. Léa n'était pas dans la cuisine. Son assiette de la veille était toujours dans l'évier. Le mot que j'avais laissé était exactement là où je l'avais posé, intact. La porte de sa chambre était fermée. Je n'ai pas frappé. Je n'avais pas l'énergie de me disputer à nouveau. À la place, je me suis fait du thé et j'ai regardé par la fenêtre. L'arbre dans notre jardin avait commencé à changer, ses feuilles teintées d'or et de rouge, lourdes du poids d'un automne précoce. J'ai failli ne pas remarquer le silence se briser derrière moi. J'ai tout lu. La voix de Léa était douce mais tranchante, comme un murmure destiné à blesser. Je me suis retourné et je l'ai vue debout près de l'escalier, tenant la clé USB dans sa main. Ses joues étaient rouges, ses yeux gonflés. Elle avait pleuré. J'ai ouvert la bouche, mais les mots ne sont pas venus. Tu l'as trouvée dans la voiture de papa, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Les photos, les lettres, tout ça. J'ai hoché la tête. Je ne cherchais rien, ai-je dit. Je voulais juste la vider avant de la vendre. C'est tout. C'est vrai? Sa voix s'est brisée. Est-ce qu'il avait une autre famille? Ma gorge s'est serrée. Je ne sais pas si c'était une famille, Léa. Je ne sais pas ce que c'était. Elle a secoué la tête lentement. Ne me mens pas. Pas maintenant. J'ai fait un pas en avant, mais elle a reculé. Tu as toujours détesté à quel point j'étais proche de lui, a-t-elle dit. Tu étais toujours si déçu de tout, de moi, de lui. Et maintenant qu'il est parti, tu fouilles dans ses secrets comme si ça prouvait que tu avais raison depuis le début. Ce n'est pas juste, ai-je chuchoté. Je ne voulais rien de tout ça. Mais tu as continué à lire. Sa main tremblait. Tu ne t'es pas arrêté. Non, ai-je admis à voix basse. Je ne me suis pas arrêté. Elle a dégluti difficilement, les larmes s'accumulant à nouveau. Je déteste ça. Je déteste qu'il ne soit pas là pour s'expliquer.
Je déteste ne pas savoir qui il était. Et je te déteste de me l'avoir montré. Les mots m'ont frappé comme une gifle, mais je n'ai pas scié. Elle s'est détournée. Je vais chez mamie. Léa, non. Elle a disparu en haut des escaliers, et j'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, des sacs se remplir. 10 minutes plus tard, la porte d'entrée claquait. Je ne lui ai pas couru après. Je suis juste resté là, tenant ma tasse de thé désormais froid, fixant l'endroit où elle s'était tenue, et me demandant en combien de morceaux un cœur pouvait se briser avant d'arrêter d'essayer de retenir quoi que ce soit. Le lendemain matin, je me suis retrouvé dans le bureau d'Antoine, entouré par la vie qu'il avait laissée derrière lui. Son bureau était toujours méticuleusement organisé, comme s'il s'était juste absenté un instant. Le silence dans cette pièce était plus lourd que n'importe où ailleurs dans la maison. Je suis resté là, incertaine de ce que je cherchais. Une sorte de clarté, peut-être. Un dernier signe. Puis je me suis souvenu du dossier sur la clé USB, du document avec une lettre numérisée, d'une ligne cachée tout en bas. Tous les documents sont en sécurité dans le coffre-fort. Clé dans le tiroir de droite, boîte à boutons de manchette. J'ai bougé lentement, presque effrayé qu'en ouvrant le tiroir, je trouve quelque chose que je ne pourrais pas effacer de ma mémoire. À l'intérieur, nichée sous une pile de vieux reçus et de pinces à cravate, se trouvait la boîte à boutons de manchette en bois que je lui avais offerte pour nos 5 ans de mariage. Quand j'ai soulevé le couvercle, elle était là, une petite clé argentée avec une étiquette numérotée et le logo d'une banque locale du centre-ville. J'y suis allé en voiture sans le dire à personne, sans vraiment réfléchir. L'homme à l'accueil a reconnu le nom d'Antoine immédiatement. Apparemment, il venait là depuis des années. Après une brève vérification de signature et un silence gêné, il m'a conduite dans une salle des coffres privés et m'a laissé seul avec le coffre. Il n'était pas verrouillé par un code, juste par cette simple clé. À l'intérieur se trouvait un dossier épais, 3 clés USB et une enveloppe cachetée portant mon nom. Mon souffle s'est coupé. Je n'ai pas ouvert le dossier en premier. J'ai ouvert la lettre. L'écriture d'Antoine remplissait la page, ferme, inclinée, familière, un peu précipitée, mais indéniablement la sienne. Camille, si tu lis ceci, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que je ne suis plus là. Peut-être que tu as trouvé la clé ou les fichiers. Peut-être que tu en sais déjà plus que je n'ai jamais réussi à le dire. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je sais que je te dois la vérité. Toute la vérité. J'ai fait des erreurs. Je me suis assise. Les mots se sont brouillés un instant, mais j'ai continué à lire. Il m'a parlé de Marina, comment ils s'étaient rencontrés lors d'une permanence bénévole pour les sans-papiers, comment elle était effrayée, seule, essayant de protéger son bébé. Comment, pendant une période où notre mariage était froid et silencieux, il avait franchi la ligne. Ce n'était pas une longue liaison, disait-il. C'était juste une nuit qui a tout changé. Je pensais que je pourrais m'en aller, que je pourrais oublier, mais je n'ai pas pu. Pas quand j'ai appris pour Léo. Je ne te l'ai pas dit parce que j'avais peur de te perdre. De perdre Léa. Je me suis convaincu que je protégeais notre famille, mais en réalité, je me protégeais moi-même. Il a décrit comment, il y a 3 ans, Marina était revenue dans sa vie, désespérée, avec Léo malade et menacé d'expulsion. Il ne pouvait pas les ignorer. Il ne pouvait pas laisser un enfant souffrir. Il a aidé avec les papiers, les frais médicaux, et oui, de l'argent. Discrètement, régulièrement. Je sais que j'aurais dû te le dire. Je sais que c'est trop demandé. Mais si tu peux trouver un moyen de me pardonner, s'il te plaît, veille sur eux. Pas sur Marina. Elle est forte. Mais Léo, ce n'est qu'un garçon. Il n'a rien demandé de tout ça. Et protège Léa. Si quoi que ce soit de ce que j'ai fait la met en danger, protège-la. Quoi qu'il en coûte. Tout le reste, les documents, les noms, les comptes, est dans le dossier. Je te fais confiance. Même si je ne le méritais pas. À toujours, Antoine. Quand j'ai fini de lire, je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise, la lettre tremblant dans mes mains, sentant comme si chaque pièce de mon monde avait légèrement basculé. Et pourtant, d'une certaine manière, pour la première fois depuis des semaines, je comprenais. Je ne suis pas rentré tout de suite. Je me suis assise dans ma voiture devant la banque pendant un long moment, regardant la ville défiler devant moi.
Quelque part tout près, une équipe d'ouvriers détruisait le trottoir au marteau-piqueur. Un homme avec une mallette est passé en courant, marmonnant dans son téléphone. La vie avançait, indifférente, inchangée. Mais je venais de lire une lettre qui avait scindé la mienne en deux. Quand je suis rentré, la maison était silencieuse. La chambre de Léa était toujours vide. Mon téléphone a vibré avec un seul texto de ma belle-mère, elle est ici en sécurité. Laisse-lui de l'espace. J'ai fixé l'écran pendant un moment, puis je l'ai retourné face contre le plan de travail. Ce soir-là, j'ai ouvert le dossier qu'Antoine avait laissé derrière lui. Des noms, des historiques de contacts, des dossiers médicaux. Un document détaillait sa requête pour aider Marina à obtenir un titre de séjour. Un autre, un acte de naissance au nom de Léo, désignant Antoine comme le père. J'ai pensé à ce petit garçon, Léo, et à sa mère, qui portait désormais le fardeau d'une vie bâtie sur le silence. Qu'avait été Antoine pour eux? Un sauveur, un secret, un fantôme? Le lendemain matin, je suis retourné en voiture à Montreuil. Je n'ai pas appelé. Je ne l'ai pas prévenu. Je me suis de nouveau tenu de l'autre côté de la rue. Cette fois-ci, en serrant l'enveloppe qu'Antoine avait adressée à Marina. Elle a ouvert la porte au deuxième coup. Ses yeux se sont écarquillés quand elle m'a vu, et pendant un instant, aucune de nous n'a bougé. « Vous êtes Camille » a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Oui. Elle a regardé derrière moi, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un d'autre. Sa voix tremblait. « Est-ce que Léa va bien ? Elle est chez sa grand-mère. » Un silence. Puis, voulez-vous entrer ? Son appartement était petit, bien rangé, et sentait légèrement la lavande et quelque chose de chaud venant de la cuisine. Je me suis assise sur le bord du canapé pendant qu'elle versait du thé sans me le demander, ses mains gracieuses m'étendues. « Je ne sais pas ce qu'on vous a dit » a-t-elle dit prudemment. Mais je n'ai jamais eu l'intention de détruire quoi que ce soit. « Je vous crois » ai-je dit, et je le pensais. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table. « Il vous a laissé ça. » Elle ne l'a pas ouverte immédiatement. Ses doigts ont tracé le bord comme pour essayer d'absorber le message qui se trouvait à l'intérieur. « Je l'aimais » a-t-elle chuchoté, les yeux brillants. « Pas comme vous. Pas avec une maison et une alliance. Mais il nous a sauvés. » J'ai laissé les mots flotter dans l'air. J'aurais pu contester, j'aurais pu la corriger, mais je ne l'ai pas fait. À quoi cela aurait-il servi? Léo pense que son père travaillait loin, a-t-elle continué. Qu'il était trop occupé pour venir souvent, mais qu'il tenait à lui. En vérité, je n'ai jamais expliqué. J'ai hoché la tête. Et maintenant, a-t-elle demandé d'une toute petite voix, que se passe-t-il maintenant? Je n'avais pas de réponse, si ce n'est que je voyais un garçon qui ressemblait à mon mari, une femme qui avait porté un fardeau bien trop lourd toute seule, et une fille qui avait besoin que je sois plus qu'en colère et trahi. Alors j'ai dit, nous allons trouver une solution. Doucement. Avec bienveillance. Pour les enfants. Elle a levé les yeux, surprise. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, a-t-elle dit. Non, ai-je chuchoté, les larmes piquant les coins de mes yeux. Mais quelqu'un doit le faire. Et pour la première fois depuis la mort d'Antoine, je n'ai pas eu l'impression de m'effondrer. J'ai eu l'impression de recommencer. Pas à zéro, mais à partir de la vérité. Léa est rentrée 3 jours plus tard. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas envoyé de texto. J'ai juste entendu la porte s'ouvrir au beau milieu de l'après-midi, suivi du frottement de ses baskets sur le carrelage et du lourd bruit sourd de son sac de sport tombant sur le sol. J'étais dans la cuisine, en train de couper des pommes. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Puis sa voix, plate et prudente, a tranché le silence. Alors, tu les as rencontrés? Je n'ai pas levé les yeux. Oui. Elle s'est approchée. Et c'était compliqué, ai-je dit, posant le couteau. Mais ce ne sont pas des monstres. Marina n'est pas la méchante. C'est juste quelqu'un qui a fait des choix difficiles. Comme ton père, comme moi. Elle a laissé échapper un rire amer. Des choix, c'est ça. Je me suis tourné vers elle lentement. Léa, je sais que tu es en colère. Non, je suis perdu. Je suis dégoûté. Je croyais savoir qui il était. Maman.
Sa voix s'est brisée, mais elle a continué. C'était mon héros. Et maintenant, je ne sais même pas s'il voulait être mon père ou si j'étais juste la famille dont il s'est contenté. J'ai pris une grande inspiration, en faisant un pas vers elle. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? Ses yeux étaient remplis de larmes. Tu le penses aussi. J'ai secoué la tête. Non, j'ai le cœur brisé. Mais je ne pense pas que tu aies jamais été au second plan. Je pense qu'il était déchiré et qu'il a pris la pire décision possible. Il s'est caché au lieu d'y faire face. Elle a croisé les bras, la mâchoire serrée. Je ne veux pas rencontrer ce garçon. Je m'en fiche de qui il est. Tu n'es pas obligé, ai-je dit doucement. Pas maintenant. Peut-être même jamais. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti la lettre d'Antoine. L'original. Je la lui ai tendue, et après un long silence, elle l'a prise. Je n'ai pas besoin de lire ses excuses, a-t-elle marmonné. Ce ne sont pas des excuses, ai-je dit. C'est la vérité. Il n'a pas eu le courage de nous le dire de son vivant. Et c'est peut-être la seule façon pour nous d'avancer. Elle a fixé l'enveloppe dans ses mains comme si elle risquait de prendre feu. Puis, elle est passée devant moi et a disparu dans sa chambre. La porte n'a pas claqué cette fois. Ce soir-là, je suis passé devant sa porte en allant me coucher. La lumière était encore allumée. J'ai hésité, puis j'ai continué à marcher. Certains chagrins ne sont pas prêts à être remués. Certains pardons ne peuvent pas être précipités. Je ne l'ai pas entendu pleurer, mais je savais qu'elle le faisait. Et je n'ai pas pleuré non plus. Je suis juste resté allongé dans mon lit, à fixer le plafond, me demandant combien de versions d'Antoine avaient existé. Le mari, le père, l'homme qui tenait la main d'un autre enfant pendant que les siens attendaient à la maison. Et pourtant, il me manquait. Dieu m'aide. Il me manquait. Pas seulement l'homme que je croyais qu'il était, mais même celui, imparfait et égoïste, que je connaissais maintenant. Parce que même dans sa trahison, il avait essayé de nous laisser quelque chose de plus doux que la rage. Le lendemain matin, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai écrit ma propre lettre. Pas à Antoine, mais à Léo. Cher Léo, tu ne me connais pas. Pas vraiment. Peut-être que ta mère a mentionné mon nom. Peut-être pas. Ce n'est pas grave. Je ne t'écris pas pour te troubler ou pour te réclamer quoi que ce soit. Je t'écris parce que parfois, les adultes autour de toi font des choix qui laissent les enfants porter des questions qu'ils n'ont jamais demandé à porter. Je m'appelle Camille. J'étais mariée à ton père, Antoine. Je ne sais pas ce qu'il t'a raconté. Peut-être que tu penses qu'il était un homme trop occupé pour être présent. Ou peut-être que tu as toujours ressenti son absence et que tu as fait la paix avec. Mais la vérité, c'est qu'il t'aimait silencieusement, à distance, de la seule façon dont il pensait pouvoir le faire. Ce n'est pas suffisant. Ce n'était pas juste pour toi et ce n'était pas juste pour ma fille Léa non plus. Mais voici ce que j'ai besoin que tu saches. Ton existence n'est pas une erreur. Tu n'es pas le secret de quelqu'un. Tu n'es pas un problème à résoudre. Tu es un garçon avec un grand rire et un esprit curieux. Un garçon qui aime les expériences scientifiques et qui dort toujours avec une jambe en dehors de la couverture. Un garçon qui court plus vite que sa mère ne peut suivre et qui demande pourquoi et plus souvent que la plupart des gens n'ont de réponse. Je sais ces choses parce que je t'ai vu une fois de l'autre côté de la ruée, à ce moment-là, j'ai vu le sourire de mon mari sur ton visage. Ça m'a glacé le sang. Je ne vais pas faire comme si c'était facile pour aucun de nous. Mon cœur est encore lourd de chagrin et de trahison. Et Léa, elle essaie encore de comprendre pourquoi l'homme qui lui a appris à faire du vélo avait une toute autre vie qu'elle ignorait. Mais malgré le poids de toute cette tristesse, je veux que tu saches quelque chose de simple et d'honnête. Tu n'es pas responsable. Tu es aimé. Tu mérites tout ce qu'il y a de bon. Un jour, si jamais tu as envie de parler ou de poser des questions, ou simplement de t'asseoir avec quelqu'un qui a connu ton père d'une manière différente, je serai là. Pas pour remplacer quoi que ce soit, mais peut-être comme un pont. En attendant, sois gentil avec ta mère. Elle est plus courageuse que la plupart des gens. Et sois gentil avec toi-même, surtout quand le monde te semble déroutant. Chaleureusement, Camille. J'ai plié la lettre lentement, les mains tremblantes, non pas de peur, mais d'autre chose. Une libération.
Une expiration silencieuse de quelque chose à laquelle je m'accrochais depuis beaucoup trop longtemps. Je ne l'ai pas postée tout de suite. Je l'ai mise dans une enveloppe, j'ai écrit l'adresse, et je l'ai glissée dans le tiroir du haut de mon bureau. Une part de moi espérait que Marina la trouverait un jour, ou que Léo la lirait dans quelques années et comprendrait que, même si la vérité nous avait blessés, elle n'avait pas à nous détruire. Plus tard dans l'après-midi, Léa est entrée dans la cuisine. Ses yeux étaient fatigués, sa voix calme. J'ai lu la lettre, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je ne lui pardonne pas encore. Tu n'es pas obligé, ai-je répondu. Mais je ne le déteste pas non plus, a-t-elle murmuré. Et pour la première fois, sa voix n'a pas tremblé. Nous sommes restés là, côte à côte, la lumière de fin de journée filtrant à travers la fenêtre, accrochant la poussière dans l'air comme des étoiles filantes. La guérison ne ressemblait pas à une grande déclaration. Elle ressemblait au fait de rester immobile et de ne pas fuir. L'automne est arrivé lentement cette année-là, le genre d'automne où les matins gardaient une douce fraîcheur, et où les arbres semblaient réticents à lâcher leurs feuilles. Je me suis remise à faire de la pâtisserie, des petites choses comme du pain aux pommes et des muffins aux myrtilles. La maison sentait bon, comme la cannelle et le sucre, et quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Léa passait la plupart de ses journées au lycée ou dans sa chambre, mais de temps en temps, elle s'aventurait dans la cuisine et s'asseyait en face de moi. Parfois nous parlions, parfois non. Mais j'ai remarqué que le silence entre nous s'était adouci. Un soir, je l'ai trouvée recroquevillée sur le canapé, regardant de vieilles vidéos de famille sur son ordinateur. Elle n'a pas caché l'écran quand je suis entré. C'était un extrait de son 10e anniversaire. Antoine portant un chapeau de fête ridicule, tenant le gâteau un peu en déséquilibre pendant qu'elle gloussait derrière ses mains en coupe. Il avait du glaçage sur le menton. J'ai regardé mon moi du passé s'avancer et l'essuyer. Nous rions tous. Il me manque, a-t-elle murmuré sans lever les yeux. Je me suis assise à côté d'elle. À moi aussi. Elle a appuyé sa tête contre mon épaule. C'était la première fois qu'elle le faisait depuis l'enterrement. Tu crois qu'il avait l'intention d'arranger les choses, a-t-elle demandé. J'ai réfléchi pendant un long moment. Je pense qu'il essayait. De la seule manière bancale qu'il connaissait. Elle a hoché la tête. Ça semblait suffire pour le moment. Le lendemain, j'ai reçu un message de Marina. Juste une photo. C'était Léo assis à un stand de la fête de la science, souriant à côté d'une affiche sur les volcans. Dans ses mains, il y avait une minuscule montagne en papier mâché, de toute évidence faite à la main, de toute évidence par lui. La légende disait, il a eu le 2e prix. Il voulait que vous le sachiez. J'ai fixé la photo pendant un long moment, souriant à travers une nouvelle vague de larmes. Plus tard, je l'ai montrée à Léa. Elle a étudié l'image un instant trop long. Il ressemble à papa, a-t-elle chuchoté. Je sais. Elle n'a rien dit d'autre, mais elle n'a pas détourné le regard non plus. Nous n'avons pas essayé de forcer les choses. Il n'y avait pas de promesse, pas de calendrier, juste de l'espace. De l'espace pour ressentir ce que nous ressentions sans avoir à nous excuser. De l'espace pour faire notre deuil, grandir et évoluer. Le genre d'espace qui permettait lentement, doucement, à quelque chose d'autre de prendre racine. Pas le pardon, pas exactement, mais l'acceptation. Et puis un froid dimanche matin, alors que je versais du chocolat chaud dans 2 tasses dépareillées, Léa a demandé, « Tu penses qu'il aimerait venir dîner un de ces jours ?» Qui ? Le garçon. Ma main s'est arrêtée au milieu du geste. J'ai levé les yeux vers elle. Elle a haussé les épaules. Juste s'il en a envie. Un sourire silencieux s'est dessiné sur mon visage. Je pense qu'il aimerait beaucoup. Elle a hoché la tête et a pris une gorgée de sa boisson, les yeux fuyant vers la fenêtre où le givre dessinait des motifs sur la vitre. Dehors, les feuilles avaient finalement commencé à tomber. À l'intérieur, autre chose commençait, non pas un retour à ce que nous étions, mais le début de ce que nous pourrions devenir. La première fois que Léo est venu à la maison, il portait un pull bleu marine de taille trop grand et serrait un livre contre sa poitrine comme un bouclier. Marina se tenait derrière lui sous le porche, m'adressant ce sourire nerveux et poli de mère qui essaie de ne pas s'imposer. C'est Léa qui a ouvert la porte. Ils se sont dévisagés pendant un instant, 2 adolescents qui n'avaient rien en commun, sauf tout ce qui s'entremêlait entre eux. « Salut, Léa » a dit une voix basse.
Salut, a répondu Léo en serrant son livre plus fort. Il y a eu un silence assez lourd pour arrêter le temps. Puis, à ma grande surprise, Léa s'est écartée. Tu entres ou quoi? Et juste comme ça, il est entré. Le dîner a été maladroit. Nous avons fait simple. Des spaghettis et du pain à l'ail, quelque chose de réconfortant. Marina et moi nous sommes assises à l'autre bout de la table, laissant les enfants trouver leur propre rythme. Léo a à peine touché à son assiette. Léa n'arrêtait pas de lui lancer des regards furtifs, comme si elle étudiait un problème de maths qui ne collait pas tout à fait. Mais quand il a mentionné qu'il adorait la physique, ses yeux se sont illuminés. C'est ma meilleure matière, a-t-elle dit. Vraiment? Sa voix a déraillé juste un peu. Tu aimes les trucs sur l'espace? Les trous noirs, la dilatation du temps, tout ça. Elle a enroulé un brin de spaghetti. Je veux un peu devenir astrophysicienne. Léo a cligné des yeux. C'est vraiment super cool. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Après le dîner, les enfants sont allés dans le salon. Je les ai entendus parler, timidement au début, puis avec des éclats de rire qui m'ont prise au dépourvu. Marina m'a aidé à faire la vaisselle, toutes les deux bougeant dans un rythme silencieux. Vous avez bien élevé votre fille, a-t-elle dit doucement. Vous aussi. Nous n'avions pas besoin d'en dire plus. Il y avait une sorte de paix entre nous maintenant. Pas celle qui effaçait le passé, mais celle qui le reconnaissait, l'acceptait et choisissait d'avancer malgré tout. Avant qu'il ne parte, Léo s'est tourné vers moi. Merci pour la lettre. J'ai souri. De rien. Et pour ce soir, c'était sympa. Il a hésité, puis d'une petite voix a ajouté, est-ce que je pourrais revenir une autre fois? J'ai senti quelque chose de chaud se déployer dans ma poitrine. Bien sûr. Marina m'a serré la main avant de sortir dans le froid. Je les ai regardés partir, un petit garçon et sa mère, retournant dans la nuit, mais pas dans le silence cette fois. Pas dans la honte. Plus tard, alors que j'éteignais les lumières, Léa est venue se placer à côté de moi devant la fenêtre du salon. Il est sympa, a-t-elle dit simplement. J'ai hoché la tête. Il l'est. Elle s'est appuyée contre moi, et nous sommes restés comme ça un moment, regardant les lampadaires s'allumer un par un. Pas de grande faim, pas de musique bouleversante, juste une lumière de Porsche laissée allumée, 2 tasses dans l'évier, et une maison qui s'était agrandie suffisamment pour abriter plus d'une vérité, plus d'une forme d'amour. Parce que parfois, guérir ne signifie pas revenir en arrière. Cela signifie construire quelque chose d'entièrement nouveau et oser laisser les autres entrer. Des semaines ont passé, puis des mois, et peu à peu, ce qui avait commencé par des visites prudentes est devenu quelque chose de plus calme, de plus naturel. Léo a commencé à venir les dimanches, parfois pour le dîner, parfois juste pour s'asseoir à la table de la cuisine pendant que Léa faisait ses devoirs et que je pliais le linge. Il racontait des histoires du collège, des faits scientifiques qu'il avait mémorisés, et un jour, il a apporté un tournesol fané qu'il avait essayé de faire pousser sur le rebord de sa fenêtre. Il avait à peine survécu à la lumière de l'hiver, mais il en était fier quand même. La prochaine fois, j'essaierai le basilic, a-t-il dit. Je t'aiderai, a proposé Léa. Il a eu l'air surpris, mais il a hoché la tête. Il ne parlait pas beaucoup d'Antoine. Pas entre eux, pas directement, mais son absence était là dans la pièce avec nous, comme une ombre qui ne faisait plus peur à personne, et qui ne faisait que nous rappeler où la lumière avait l'habitude de tomber. Marina venait parfois, elle aussi. Au début, elle restait près de la porte, toujours un peu hésitante, toujours prête à battre en retraite. Mais ensuite, un après-midi, elle a apporté une boîte de petits gâteaux faits maison et une photo de Léo quand il était bébé. Nous étions assises à la table de la cuisine à siroter du thé à la cannelle pendant que Léa posait des questions prudentes et curieuses. Il dormait sur ma poitrine, a dit Marina en souriant à la photo. Il se recroquevillait comme un petit haricot, si chaud que je croyais que mon cœur allait fondre. J'écoutais silencieusement parce que la vérité, c'est que je n'avais jamais vu Antoine tenir Léo. Je ne l'avais jamais vu être ce père, mais je pouvais l'imaginer maintenant. Non pas pour excuser les mensonges, mais pour accepter la plénitude de l'homme que j'avais aimé, l'homme imparfait, divisé, celui qui avait essayé de toutes les mauvaises manières de bien faire avec tout le monde. Ce printemps-là, Léa a demandé si elle et Léo pouvaient présenter un projet scientifique commun à la foire locale de la commune. Ils ont construit une maquette du système solaire, peint chaque planète à la main,
installé de minuscules lumières LED pour imiter les orbites. Lorsqu'ils l'ont présenté sous les lumières du gymnase, je me tenais à côté de Marina dans la rangée du fond, nos mains s'effleurant par accident. Nous ne les avons pas retirés. Plus tard, Léo a dévalé l'allée en courant, un ruban rouge à la main. Encore la deuxième place. Léa suivait derrière, les joues rougies de fierté. J'ai raté la partie sur la vitesse de rotation de Jupiter, a-t-il grogné. Personne n'a remarqué, a dit Léa. T'as été super. Il lui a souri. Et je jure que c'était la première fois que je voyais quelque chose de nouveau en lui. Pas seulement une ressemblance avec Antoine, mais une lumière bien à lui. Ce soir-là, Léa est entrée dans ma chambre. Elle s'est assise sur le bord du lit, balançant les jambes comme si elle avait de nouveau 10 ans. Je ne crois pas que j'arrêterai un jour d'être en colère contre papa, a-t-elle dit. Je ne pense pas que tu y sois obligé, mais je suis contente que Léo soit là. Ma gorge s'est serrée. Moi aussi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de simple et puissant. Nous n'avons pas toujours le droit de choisir comment l'histoire commence. Mais nous pouvons façonner la façon dont elle continue. Nous pouvons choisir la grâce. Nous pouvons choisir l'ouverture. Nous pouvons choisir la famille, même celle née d'une fracture.